Bonsoir à tous et merci de suivre Dialogue Citoyen, votre émission qui met en relation les gouvernés et les gouvernants autour d'un plateau de télévision, la télévision du Burkina. Ce soir, place à la jeunesse et surtout à l'entrepreneuriat des jeunes. En 2015, le président du Faso, candidat alors à la présidentielle, s'était engagé à les former, mais aussi à créer des programmes pour faciliter leur insertion professionnelle. 4 ans après, où en sommes-nous avec tous ces engagements? Le ministre Salifou Thiem Touré est notre invité. Il répondra exactement à toutes vos questions pendant 90 minutes. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Le principe de cette émission est simple. Il y a 2 personnes que nous avons fait venir ici, qui connaissent les questions de jeunesse et de l'entrepreneuriat aussi, qui viendront s'installer ici pour échanger directement avec vous. Et entre ces 2 personnes, il y aura des appels de téléspectateurs au téléphone, des questions sur la plateforme presimed.bf. Et puis, autour de cela, nous avons ce public qui est là, qui va suivre cette émission et qui nous dira à la fin s'il est convaincu ou pas. Et ça va se traduire par une note sur 10. Okay. Voilà. Avant donc de revenir à vous, il faut signaler que Dialogue Citoyen est une émission de la RTB, bien sûr, mais en collaboration avec Diaconia, WaterAid et la CODEL. Et ce soir, donc, nous parlons de 2 points: la promotion de l'emploi décent et la protection sociale des jeunes, et aussi l'autonomisation des jeunes à travers l'entrepreneuriat et l'efficacité des projets en cours. Mais avant que la technique ne s'installe pour nous permettre, monsieur le ministre, de prendre les appels des téléspectateurs, nous allons avoir quelques minutes d'échange en plateau ici. Tout à l'heure, au journal de 20h, nous avons vu des jeunes qui sont allés voir le président de l'Assemblée nationale avec un projet, un avant-projet de loi qui demande à ce que les jeunes soient pris en compte dans les postes nominatifs et électifs. Quelle est votre réponse là-dessus? Merci, je voudrais vous remercier, mais je voudrais peut-être, avant de répondre à cette question, avoir une pensée pieuse à ces braves filles et fils qui sont tombés sur les balles assassines des terroristes, souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et souhaiter qu'il plaise à Dieu d'apaiser les cœurs de ceux qui ont eu donc des êtres chers touchés dans cette tuerie. Et je voudrais aussi remercier et féliciter l'ensemble de mes collaborateurs et collaboratrices qui, ensemble, nous travaillons donc pour lever les défis et essayer donc de travailler pour atteindre les objectifs qui nous ont été assignés. Je ne pourrais pas donc répondre à la question sans remercier et féliciter la jeunesse burkinabé qui se bat corps et âme pour effectivement sortir de cette situation souvent précaire dans laquelle ils sont. Pour ce qui est donc de la jeunesse, le groupe des jeunes qui est parti donc au niveau de l'Assemblée, je crois savoir que je suis donc le parrain de ces jeunes-là qui étaient venus me voir, parce que ils sont un groupe de jeunes des différents partis politiques représentés à l'Assemblée. Ils ont suivi des formations, ils ont participé au Forum national de la jeunesse et ils ont donc souhaité effectivement que nous puissions les accompagner pour que les jeunes puissent être représentés au niveau donc des sphères de décision. C'est une bonne initiative et je leur avais dit même à son temps que de ne pas attendre qu'on leur donne, qu'on leur serve cela sur un plateau, mais qu'eux-mêmes ils se battent parce que la jeunesse c'est toujours le combat qu'il faut le faire. Et en tout cas, je les accompagne donc dans cette initiative-là. Est-ce qu'ils ont besoin de demander avant qu'on leur octroie? Est-ce que ça ne devrait pas être automatique? Oui, être automatique, vous savez que rien ne s'obtient si facilement que ça. Parce que quand vous regardez un peu, au niveau donc des femmes, il y a eu cette lutte qui a été engagée. Et on a réussi donc effectivement à donner donc 30%, ce quota de 30% aux femmes. Qui n'est jamais respecté. Qui n'a jamais été donc, voilà. Et même actuellement, cette loi a encore été réintroduite, mais elle a encore été retirée et des débats sont encore là-dessus. Vous savez, nous sommes dans le domaine, donc, dans le sphère donc, de la lutte politique. Voilà, et les compétitions électorales, il faut forcément que chacun donc, y mette du sien.
Mais en tout cas, cette jeunesse-là, je l'accompagne dans ce combat, tout en demandant effectivement à eux aussi de continuer la lutte. Et je voudrais vous dire une chose, au niveau donc de mes services, la direction générale de la jeunesse et de l'entrepreneuriat et de l'éducation permanente a déjà entamé cela et j'ai signé des lettres à tous les partis représentants à l'Assemblée. Nous avons déjà envoyé des équipes. L'UNUPS nous a déjà même rencontrés et pour que nous puissions demander à tous ces partis politiques-là de travailler à mettre les jeunes en bonne poule. Parce que ça serait intéressant pour nous. Parce qu'on ne peut pas tout le temps dire la jeunesse c'est le fer de lance, c'est le fer de lance, et que ça ne reste que donc des vœux pieux et que des paroles. D'accord. Ce qui pourrait être un vœu pieux, il y a un engagement du président justement qui demande, qui avait promis à ce que des jeunes soient, en tout cas à ce que vous soyez un intermédiaire entre les jeunes qui sortent des écoles de formation et des universités et les entreprises, qui s'appelle Primo Emploi. 4 ans après, monsieur le ministre, où en êtes-vous avec cela, cette promesse? Oui, au niveau donc de cette vision, alors il y a au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi, c'est eux qui s'en chargent. Et il y a donc des projets à ce niveau-là qui accompagnent les jeunes en fin de cycle. Même cette année, nous avons donc réussi à placer donc 300 jeunes dans le centre donc, de primo emploi. Il y a aussi le fait qu'on les accompagne parce qu'au niveau de la NPE, ils jouent donc cette intermédiation-là. C'est-à-dire que ceux qui finissent un peu leur cursus sont mis en position de stage par l'intermédiaire donc de la NPE qui négocie auprès des différentes entreprises pour les placer. Et c'était dans ce sens. Quand vous prenez, monsieur le ministre, 300, ce n'est même pas une promotion, par exemple. Non, je l'ai dit que j'ai dit rien que ça. Non, je parle du dernier chiffre. De l'université. J'ai dit, je parle du dernier chiffre. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit rien que cette année, c'est par an, c'est depuis le début, rien que cette année. Mais ce que vous avez oublié, c'est que c'est dans ce sens-là que nous avons lancé le salon de l'emploi. Et au cours du salon de l'emploi, les chiffres sont là, nous avons pu mettre donc en stage au niveau de Bobo 1836 postes de stage que nous avons pu obtenir auprès des privés, et au niveau du Kadiogo, au niveau du centre ici, nous avons pu obtenir 2480 autour. Mais nous avons pu aussi renforcer l'employabilité des jeunes et notre objectif était donc de faire renforcer l'employabilité de moins 25 500. Nous sommes arrivés donc autour de 18 400 et nous avons donc les chiffres que nous pourrons donc vous donner à ce niveau-là. Certes, l'ensemble de ce qui a été fait, nous n'arrivons donc qu'à satisfaire 15%. Donc il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire parce que 15%, et vous voyez donc ça veut dire qu'il reste pas de 85% qui sont encore voilà. Donc à ce niveau, il y a encore donc des insuffisances à ce niveau-là. Alors, le président aussi avait promis de construire 5 centres de formation au métier. À l'heure où nous parlons, combien sont opérationnels ou bien combien sont en cours d'exécution? Oui, et on devait donc construire 5 centres polyvalents. Les études de faisabilité ont été réalisées et il y a donc avec la Chine, une entreprise chinoise, nous avons signé donc des conventions et partenariats pour les 5, pour l'ensemble des 5. Les endroits ont été donc identifiés et nécessairement en 2020 nous pensons effectivement engager la mise en place donc de ces 5 centres polyvalents. Vous n'aurez plus que 10 mois pour l'exécuter. Non, mais avant cela, beaucoup d'autres actions ont été entreprises dans ce sens-là. C'est ainsi que si le Conseil des ministres devait se tenir, nous devons donc adopter donc un décret portant création de l'Agence nationale de la formation professionnelle. Cette Agence nationale de la formation professionnelle-là établit donc 2 dispositifs. Dans un premier temps, il y a que nous allons donc transformer, parce qu'il y a 3 grands centres. Il y a le centre donc de formation professionnelle de référence de Zignaré. Il avait parlé effectivement de renforcement des centres existants. Voilà. Et il y a ce centre-là, il y a celui donc, le centre de formation industrielle donc, de Bobo, et il y a le CFPE donc, de Ouagadougou. Ces 3 grands centres-là seront élevés à un niveau supérieur. Et leur plateau a été renforcé, et rien qu'il y a 3 ou 4 mois, nous avons encore reçu du matériel
de la part donc, de nos partenaires pour renforcer donc le plateau technique de ces centres qui vont être élevés donc à un niveau supérieur, qui pourront donc prendre la place donc des 5 centres qu'on devait construire là, parce qu'on va renforcer au niveau de ces 3 centres là pour que nous ayons déjà 3 centres polyvalents. Et nous allons donc reprendre maintenant 25 centres que nous allons mettre dans une agence nationale donc de la promotion, de la formation professionnelle, qui va jouer donc le rôle de la formation donc de base, de l'apprentissage. Et là on pourrait donc inclure les gens donc des acteurs donc de l'économie informelle. Il y a aussi à ce niveau-là, et toujours dans ce renforcement-là, et la mise en place donc d'unités mobiles de formation. Puisque, autant entendu que les centres de formation ne sont pas suffisants, et aussi les coûts sont assez chers pour certains donc apprenants, ce qu'il va se faire, nous allons donc amener la formation professionnelle vers les apprenants. Ça veut dire que nous allons mettre donc 15 équipes mobiles sur pied. Ce projet est déjà monté. Et les 15 équipes-là, il y aura une équipe par région et 2 équipes qui vont rester donc au niveau central. Par quand? Parce que là, c'est effectivement des projets montés. C'est déjà fini, c'est déjà monté. Et oui, ça prend... Le début des formations, exactement. Ça prend encore directement en 2020. Tout a été déjà monté et ça fait donc un coût de 2 milliards et qui sera donc financé donc, par nos partenaires techniques et financiers. Il y a que toujours à ce niveau-là, et je viens de signer en octobre tout dernièrement, et donc un programme donc l'appui donc à la politique donc sectorielle de la formation professionnelle de 18 milliards pour accompagner la formation professionnelle et technique. Alors, il faut savoir que c'est à ce niveau uniquement que nous pouvons donc travailler à augmenter l'employabilité des jeunes. Et dans ce sens-là, c'est un engagement fort du président et que nous mettons donc nous mettons tous nos efforts dedans pour pouvoir donc réaliser. Le problème que les jeunes relèvent aussi, c'est le problème des jeunes qui sont déjà formés, c'est le problème de l'insertion professionnelle, oui, et surtout du financement. Oui. Aujourd'hui, on a l'impression que pour certains, il y a eu de l'accompagnement, mais ce sont des entreprises, on va dire, qui végètent toujours parce que les moyens pour pouvoir les développer posent problème. Pourquoi? Oui, je voudrais revenir à ce niveau-là pour dire d'abord qu'au niveau, de manière globale, au niveau du Burkina, il y a 19 fonds nationaux, et dont 10, il y a des fonds d'État. Et ces fonds d'État-là, eux, ils font donc des accompagnements, ce ne sont pas des prêts. Et les autres fonds nationaux de financement, il y en a 9. Et au niveau donc du ministère donc, de la Jeunesse, il y en a 3. Il y a le fonds d'appui aux initiatives des jeunes, qui prend donc les jeunes de 18 à 35, le FEJ. Il y a le FASI, le fonds d'appui au secteur informel, et il y a le FAPE, et le fonds d'appui à la promotion de l'emploi. Alors, si vous prenez un peu de manière globale, au niveau donc de ces différents fonds, alors je pourrais vous donner des chiffres par fonds, pour que je n'ai pas tout ça en tête, mais je pourrais vous donner des chiffres à ce niveau. Quand nous prenons donc au niveau donc, du FASI, nous avons un montant total de 4 681 825 000 et le nombre de projets financés, il y a 10 664 projets financés et le nombre d'emplois créés, il y en a 2000, mais le nombre d'emplois renforcés, il y en a 21 617 Oui, ça c'est l'accompagnement pour installer les unités. Les unités, pour accompagner les unités. Mais la vie même, la survie de ces unités pose problème parce que ce sont des jeunes qui viennent de s'installer, qui n'ont pas de fonds, par exemple, pour exécuter un certain nombre de marchés, qui n'ont pas de fonds pour se prévaloir en garantie auprès des banques. Et ces fonds-là, ce ne sont pas des fonds de garantie aussi. Oui, il y a des fonds de garantie aussi qui sont en train d'être installés. Parce que quand vous prenez au niveau du FAPE, il y a des fonds de garantie qui sont en train d'être accompagnés. Il y a des insuffisances, certes, au niveau de ces différents fonds. Parce que non seulement le plancher n'est pas bon, c'est très bas, mais aussi, quand vous prenez un peu aussi au niveau de là-haut, sauf au niveau du FAPE, où nous avons donc 1,5 million à 10 millions. Le reste, vous avez donc de 100 000 à 1,5 million, de 200 000 à 2 millions, 3 millions. Bon, c'est insuffisant. C'est dérisoire. Oui, c'est dérisoire. Mais ça permet effectivement à des jeunes de s'engager. Je peux vous donner beaucoup d'exemples sur le terrain. J'ai été visiter donc l'entreprise donc de celui qui fait un peu de la boucherie vers Ouara 2000. Il a pris un prêt de 2 millions. Après, il a pris un prêt de 5 millions. Aujourd'hui, il a un chiffre d'affaires de 200 millions. J'ai été visité et ça a paru même au niveau de la presse. Vous avez pris un peu celle qui fait donc la kéké.
elle a pris un prêt de 2 millions. Aujourd'hui, elle produit 1 tonne d'akeke par jour. Est-ce que vous voyez? Donc, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Et nous avons encore essayé là, à travers donc la COPA, la compétition des plans d'affaires, où là, nous avons donné des subventions de 1 milliard 45 millions à 1239 jeunes et femmes, et que nous avons accompagnés. Et nous avons donc formé donc 50 personnes, 50 jeunes, pour suivre ces nouveaux entrepreneurs-là. Et vous avez vu qu'actuellement, nous avons adopté une politique d'aller sur le terrain, de rencontrer l'ensemble des forces vives et de remettre les chèques devant ces forces vives-là. Comme ce qui s'est passé à Kaya. Comme ce qui s'est passé à Kaya tout dernièrement. Voilà. Et là, nous avons déjà fait donc dans plusieurs régions. Il reste 4 ou combien de régions qu'on n'a pas encore pu aller. Et là, nous invitons donc l'ensemble donc des élus nationaux, les députés, les maires. Nous invitons donc le gouverneur, les gouverneurs. Et nous invitons donc toutes les forces vives à suivre ces jeunes-là, à être leur mentor. Parce que la jeunesse, il ne faut pas seulement laisser le soin de promouvoir les jeunes qu'au seul gouvernement, ne parlons même pas qu'au seul ministère. Il faut que tout le monde s'implique. Parce que la jeunesse, là, c'est nous. Si nous faillissons au niveau de la jeunesse, nous allons perdre tout. D'accord. Alors nous allons évoluer dans cette émission. Comme annoncé, j'appelle ici en plateau M. Faisal Traoré. Il est là ce soir pour parler des questions de gouvernance et de la participation citoyenne des jeunes. Bonsoir M. Traoré. Bonsoir M. Bongo. Alors vous avez 10 minutes pour échanger avec M. le ministre. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir Faisal. Avant de vous poser les différentes questions que nous avons en tant que jeunes et en tant que porte-parole de la jeunesse burkinabé sur ce plateau, j'aimerais vous féliciter pour les actions entreprises, notamment la mise en œuvre effective de Youth Connect au Burkina Faso. Youth Connect est une plateforme que nous connaissons suffisamment importante, qui a fait ses preuves au Rwanda et que votre prédécesseur a pris en clé le processus. Vous l'avez brillamment achevé. Nous tenons à vous féliciter pour cela et nous espérons que ce qui est escompté serait effectivement atteint cette plateforme-là. Mais nous avons quand même des préoccupations. La première a été évoquée par M. Gongo tout à l'heure, c'est la question du positionnement des jeunes. La présence des jeunes dans la gouvernance. Pour nous, il ne s'agit pas d'une faveur que nous commandons. La preuve est que de nombreux jeunes, en dehors des arcanes de l'État, réussissent dans de nombreuses initiatives, font des choses qui marchent, que vous félicitez, aussi bien ici qu'ailleurs. Mais ce dont il s'agit ici également, ce n'est pas non plus une bataille, en réalité, où les jeunes doivent se battre pour quelque chose. La bataille, elle est politique. Là, nous parlons de gouvernance et de développement. Après la bataille politique, l'autorité qui a le pouvoir a plus ou moins le monopole d'identifier les bons acteurs pour mettre en œuvre un programme de développement pour l'ensemble du peuple burkinabé. Et nous pensons que revient à lui d'imaginer les bonnes formules et d'identifier les bonnes ressources, dont la jeunesse, qui est reconnue comme étant une jeunesse innovante, pleine d'énergie et qui naturellement transforme. Si le vieux continent aujourd'hui, l'Europe, est en train de remettre sa gouvernance aux jeunes, comment nous pouvons comprendre que dans un pays comme le Burkina Faso, où 72% de la population a moins de 35 ans, nous ayons aujourd'hui 0 au gouvernement, 0 à l'Assemblée nationale. Nous avons 15, 18 à 35 ans. Donc pour nous, la question que je vous pose maintenant, quel est l'état des lieux réels de la présence des jeunes de la gouvernance au Burkina Faso? Ok, merci. Vous avez dit 0 au gouvernement. Si vous regardez au gouvernement, il y a beaucoup de jeunes au gouvernement. Moins de 35 ans. Parce que la jeunesse, c'est de 15, c'est 18 à 35 ans. Je n'ai pas donc l'âge, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de jeunes au niveau du gouvernement. Et là, quand même, vous pouvez le voir, le ministre du Commerce, le ministre Bachir. Il y a 40 ans, le ministre Bachir a 38 ans. Bachir, mais oui. Donc nous estimons que c'est un rajeunissement important. C'est un rajeunissement qu'il faut faire. Tout à fait. Et quand vous prenez au niveau de l'Assemblée, certes, là-bas aussi, il y en a 2 ou 3. Ce n'est pas suffisant. Mais quand vous prenez au niveau du ministère de la Jeunesse, vous verrez qu'effectivement, vous connaissez le ministère, vous avez vu que l'ensemble, donc, beaucoup, plus de 50 à 60% de toutes les nominations qui ont été faites sont des jeunes. Même mon directeur de cabinet a 38 ans. C'est le sommet, mais il coiffe, il est plus ou moins comme l'adjoint du ministère. Donc, à ce niveau-là, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Et c'est pourquoi je suis d'accord et que j'accompagne ceux qui ont donc, et c'est nous qui avons initié ensemble donc cette démarche. Mais j'estime que pour la jeunesse,
nous devons donc travailler à prendre notre place. Quand je dis pour la jeunesse et que je me mets dedans, c'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, je me sens plus jeune que jamais. Parce que chaque jour, je vis les problèmes des jeunes, je vis un peu leurs préoccupations et j'ai envie, effectivement, d'avancer très rapidement avec eux. Et je pense que c'est un combat ensemble que nous pouvons mener pour qu'effectivement nous puissions prendre donc, la jeunesse en compte. Nous pensons effectivement que vous faites des efforts, mais ce que nous disons aujourd'hui est qu'il est indispensable que les jeunes ne soient plus représentés par d'autres personnes, mais qu'ils se représentent par eux-mêmes. Parce qu'ils ont la capacité. Vous avez fait tellement d'efforts pour former la jeunesse, nous pensons qu'il est temps de l'exploiter au meilleur de son potentiel pour développer notre pays. Et nous pensons aussi que votre ministère fait un effort très important. Nous avons regardé un peu les statistiques. Vous êtes à 21% de postes nominatifs où nous avons des jeunes. C'est déjà un gros effort. Mais d'autres ministères ont déjà fait aussi autant, au point de nommer des directeurs généraux. Je prends un exemple très concret. L'économie numérique, un jeune directeur général qui a 32 ans aujourd'hui, vient d'être nommé, élu au niveau international, dans une instance internationale. Ça a été salué avec brio, c'est la preuve que la compétence est là. Et l'une des questions que je pose justement, est-ce que vous disposez d'un mécanisme aujourd'hui qui permet de traquer le positionnement des jeunes? Parce qu'il est important de savoir où sont les jeunes, et c'est important également de savoir quelles sont les niches, les possibilités qui existent pour positionner les jeunes. Nous pensons que cela peut aider votre plaidoyer justement dans ce qui est en train de faire. Dans certains pays, par exemple, les directeurs de cabinet, comme vous l'avez si bien dit, sont des jeunes, pour la plupart, aussi bien des ministères que des grandes institutions de moins de 35 ans. Nous pensons que c'est une option que nous pouvons imaginer et nous sommes disponibles pour vous accompagner dans ce sens-là. Donc, quel est votre plan global de rajeunissement de la gouvernance au Burkina? Il y a déjà un plan pour la fonction publique. Quel est le plan pour la gouvernance au niveau du Burkina Faso? Oui, de manière globale, à ce niveau-là, il y a déjà une stratégie qui a été donc développée au niveau donc de la politique nationale de la jeunesse. Et vous savez très bien que des dispositions sont prises à ce niveau et c'est en train donc d'être mis en œuvre. Et ça ne peut pas être donc si facile que ça. Mais c'est une politique donc qui est en train d'avancer. Nous sommes en train donc d'élaborer donc déjà la stratégie en dehors de la politique. Nous sommes en train de mettre donc en œuvre donc la stratégie. Et comme je dis, ça ne va pas être donc si facile que ça. Et c'est ensemble. Et au niveau donc de la direction générale de la jeunesse et de l'éducation permanente, les dispositions sont prises à ce niveau. Et je pourrais peut-être vous donner certains chiffres parce que les jeunes sont sensibilisés dans ce sens-là pour qu'ils puissent prendre en même temps le lead. Vous avez vu un peu le Forum national de la jeunesse qui s'est tenu à Bobo et tout dernièrement, où nous avons donc amené effectivement les jeunes à s'intéresser donc à la vie nationale, mais aussi à s'impliquer dans la promotion donc de la paix, de l'unité. Et ils ont rencontré donc le chef de l'État, ils ont posé donc leurs préoccupations. Et déjà, le chef de l'État nous a instruit et nous avons mis un comité en place avec le Conseil national de la jeunesse pour mettre donc toutes les stratégies identifiées en œuvre. Nous pensons, enfin, vu que nous n'avons pas beaucoup de temps, il me reste encore... Parce qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps. Voilà, j'ai encore deux questions. Allez-y directement aux questions. La première, c'est la question, vous en avez parlé de la paix et de la cohésion sociale. Les Nations Unies, en 2015, ont adopté la résolution 2250, Jeunes, paix et sécurité, qui fait des recommandations importantes et qui dit une chose qui pour nous est très fondamentale. Elle dit, le combat à mener avec les jeunes et pour les jeunes, pour la paix, n'est pas le combat contre l'extrémisme violent. C'est le combat contre la violence de l'exclusion. Les jeunes se sentent véritablement exclus. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes qui sont mis en place? Nous avons un mécanisme qui a été lancé par le chef de l'État que nous saluons, qui est de mobiliser des volontaires. Nous savons que 90% de ces volontaires-là seront jeunes. C'est quelque chose d'important. Mais ça reste une réponse militaire. Quelle est la réponse, la stratégie du gouvernement burkinabé pour apporter une réponse aux facteurs qui entraînent l'extrémisme violent et qui entraîne la radicalisation au niveau des jeunes, c'est-à-dire la violence de l'exclusion que les jeunes vivent et ressentent aussi bien au niveau national, même qu'au niveau international? Oui, et quand vous parlez donc de l'exclusion donc des jeunes, je ne perçois pas ça de cette façon. C'est un peu au niveau politique, c'est la lutte de positionnement qui fait croire que les jeunes sont écartés. Sinon qu'il n'y a pas donc une exclusion donc des jeunes à ce niveau-là. Du reste, lorsque nous avons tenu donc le forum, nous avons vu avec donc le PNUD, nous avons donc organisé une rencontre donc avec la jeunesse. Nous avons même fait un cross populaire et nous avons tenu donc des conférences publiques. Nous avons traité de l'inclusion des jeunes, de la prise en compte des jeunes dans toutes les sphères de décision, mais aussi, surtout, trouver donc la possibilité de renforcer donc leur employabilité. Parce qu'aujourd'hui là, si les jeunes ont de l'emploi, si les jeunes
sont insérés socialement, économiquement, tout ce que nous sommes en train de dire là va passer. C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas d'emploi. C'est parce que tout simplement, ils sont dans une population exagérée. Ils sont dans une situation précaire. C'est ça qu'il faut relever aujourd'hui. C'est ça qu'il faut relever pour l'ensemble des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, le combat premier là n'est pas forcément de les placer à de hauts niveaux. Le combat premier, c'est de les trouver de l'emploi. De les faire sortir donc de cette précarité dans laquelle ils sont. Parce qu'aujourd'hui, chaque année que Dieu fait, au niveau du Burkina, on a 140 000 à 160 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Alors que, si l'on regarde, au niveau donc des recrutements, on a entre 10 000 et 20 000 au maximum. Le reste, il faut forcément donc travailler à les insérer dans la vie économique, dans la vie sociale. Qui dit insérer dans la vie sociale, c'est le donner de l'emploi. Tant qu'il n'a pas de l'emploi, mais il est loufiatisé, j'utilise ce mot entre guillemets, c'est ça. Et c'est pour qu'il faut travailler beaucoup plus à renforcer l'employabilité des jeunes, à donner de l'emploi décent aux jeunes, plutôt que de travailler dans un premier temps, à vouloir les mettre donc dans des sphères de décision. Mais je pense que nous pouvons le faire sur les deux tableaux. Aussi bien travailler à faire en sorte que la précarité ne soit plus le partage des jeunes, mais aussi faire en sorte que les jeunes qui ne sont pas précaires, qui ont fait des preuves, soient justement utilisés pour la gouvernance. Mais je finirai par cette question sur l'autonomisation de la jeune fille. Elle constitue aujourd'hui 54% du corpus jeune du Burkina. C'est vrai qu'il y a un ministère qui s'occupe de la question, nous pensons que le ministère a beaucoup à faire, mais vous, en tant que ministère en charge de la jeunesse de manière globale, qu'est-ce que vous avez comme stratégie? L'une des choses que nous pensons, par exemple, qui peut être un symbole fort pour la jeunesse féminine, c'est par exemple la création d'une direction au moins de l'autonomisation de la jeune fille. Nous pensons que c'est déjà un début, ça permettra de faire des actions. Nous serons aussi disponibles pour vous apporter des propositions concrètes sur les deux autres points que nous avons soulevés. Parce que nous avons fait un travail là-dessus avec certaines structures et nous pensons que cela pourrait aider à faire en sorte que le jeune Burkina soit meilleur. Ok. Ça, c'est une proposition. C'est une proposition, je prends en compte, mais je voudrais vous dire que nous travaillons, même que nous sommes donc au ministère donc, de la jeunesse, ça y compris donc les jeunes filles. Et quand je vous parle donc des plans d'affaires que nous avons donc lancés, 63% de ceux qui ont eu donc cette subvention sont des femmes. Vous pourrez donc prendre des statistiques. C'est pour montrer que nous travaillons beaucoup plus donc à renforcer à ce niveau-là. Et je vais vous dire quelque chose. Les femmes semblent être plus battantes que les hommes. Tout à fait. Et réellement, et quand vous les voyez sur le terrain, elles inspirent donc de l'admiration. Le temps qui est imparti à M. Traoré est terminé. Merci à vous d'être venu échanger directement avec le ministre. Nous allons, Monsieur le ministre, découvrir une question sur la plateforme à l'écran. C'est une question de M. Seydou Steve Zampaligré qui nous écrit du centre. Félicitations au ministre pour la résolution de la crise du Conseil national de la jeunesse. Mais pour ma part, il reste une autocrise au sein d'une organisation de jeunesse, le Rojalnu. Quelle action ou stratégie, Monsieur le ministre, en court terme pour résoudre ce problème, tant au niveau national qu'africain? Ok. Pour le Rojalnu, nous étions même en entretien. Et même quand je rentrais ici, j'ai changé sur le WhatsApp donc, avec un de leurs. Ils étaient venus, nous devions donc signer même un partenariat. Et ils ont été donc reconnus ici au niveau donc de l'administration, du ministère de l'administration territoriale. Et je me dois effectivement, je leur ai même donc donné une lettre de recommandation pour que effectivement les partenaires techniques et financiers puissent effectivement les recevoir comme étant une structure de jeunesse reconnue officiellement. Alors, la crise qu'il y a là-bas, c'était un peu au niveau donc du sommet, parce que celui qui était donc à la tête avait dépassé l'âge, il fallait donc le remplacer. Et comme c'est une structure qui ne dépend pas seulement donc du Burkina, alors sa gestion est beaucoup plus compliquée. Mais nous sommes dedans et c'est seulement le 11 décembre passé, parce que nous étions donc à Tinkodogo, qui a fait que je n'ai pas pu donc signer le partenariat donc avec eux. Mais ce n'est que partie remise. Il faut dire que c'est une association, donc ce n'est pas au ministre d'intervenir pour gérer... À l'intérieur, non, nous n'intervenons pas à l'intérieur, non, mais en fait, c'est que nous faisons des suggestions. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour... nous faisons des suggestions et pour essayer donc de les accompagner. Voilà. Et même qu'au niveau donc... il y a dans, je ne sais pas, c'est en RDC, où donc celui avec lequel j'ai changé tout de suite ce soir m'a demandé d'intervenir auprès de mon homologue
pour qu'au moins au niveau donc la RDC, on signe donc leur document de reconnaissance. Je lui disais que ce n'était pas à moi d'aller intervenir auprès de mon homologue. Et même si je devais donc intervenir auprès de mon homologue, c'est à travers donc le ministère des Affaires étrangères. Et pour ce faire, il devait régler ça. D'abord, c'est une association, comme vous l'avez dit, ils ne pourront pas donc nous insérer dedans. Mais dès qu'ils ont le récépissé, nous sommes prêts donc à lier donc le partenariat et à nous accompagner. On découvre une autre question sur la plateforme. Bako Sayouba du Centre S. Bonsoir Monsieur le Ministre. Je voudrais savoir la place du Conseil national de la jeunesse dans votre ministère, son rôle, puisque nous remarquons que cette association participe à vos missions de sortie. Conseil national de jeunesse est un organe de ministre ou une association comme les autres. Clarifiez-nous. Bien. Il faut dire que le Conseil national de la jeunesse, c'est une résolution de l'Union africaine qui a donc pris cette résolution et demandant de mettre dans tous les pays africains un Conseil national de la jeunesse, pour mettre donc une structure fêtière qui regroupe l'ensemble de la jeunesse. Alors, quand je suis venu donc au département, j'ai vu qu'il y avait donc quelques questions d'incompréhension, de manque de communication. Nous avons échangé et je leur ai dit, au niveau donc du Conseil national de la jeunesse, vous êtes une structure fêtière. Vous devez prendre en compte l'ensemble donc des associations qui existent sur le terrain. Nous avons un partenariat avec plus de 36 000 associations de jeunesse. On ne peut pas travailler avec 36 000 associations. Donc, nous avons dit, tous ceux qui peuvent donc se retrouver à ce niveau-là. Mais ceux qui ont aussi des structures fêtières, nous travaillons avec ces structures-là. Et c'est vrai que lorsque nous sortons, à partir du moment où le Conseil national de la jeunesse est une recommandation, est une résolution donc de l'Union africaine, quand nous faisons donc des activités, elles sortent effectivement avec nous. Et il y a dans le budget, je suis venu trouver que dans le budget du ministère, il y a un fonds qui est alloué au niveau pour le CNJ. Il y avait 4 250 000. J'ai demandé qu'à ce qu'on puisse renforcer ces fonds-là. Et dans le budget actuel de 2020, ça fait 20 millions que nous allons donc remettre à cette structure. De la même manière, le résolu à 5 millions, ce n'est pas moi qui les ai. J'ai vu ça dans le budget et j'ai dit donc de renforcer. Et j'ai même demandé qu'à ce qu'on puisse inclure toutes les autres associations. Ça veut dire que les anciennes associations classiques, là, âme vaillante, cœur vaillant, scout, l'AMB, les associations religieuses et tout ça, et les anciennes donc associations de jeunesse qui se fédèrent. Et aujourd'hui, en tout cas au niveau donc de ce Conseil national de la jeunesse là, je vois que ça va un peu, et ça nous accompagne une structure partenaire. Voilà. Donc je voudrais dire à celui qui me pose la question que c'est une structure partenaire et il faut impliquer les jeunes dans tout ce que nous faisons. Il n'est pas question de faire des trucs pour les jeunes sans les jeunes. Et la structure par laquelle nous pouvons donc effectivement avoir accès directement aux jeunes, nous avons considéré que comme c'est une structure fêtière qui a un récépissé en tant que tel, nous travaillons donc avec elle. Pas seulement avec elle, avec beaucoup d'autres associations. Alors nous allons prendre un téléspectateur qui nous appelle au téléphone, M. Kevin Kaboré qui nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Ok. Moi, j'ai deux questions. Allez-y. À poser à monsieur le ministre. Nous vous écoutons. Voilà, monsieur le ministre, souvent dans vos discours, vous affirmez qu'il ne manque pas de travail au Burkina Faso. Qu'est-ce qui vous fait si vous le faites dire quand nous on tombe? La deuxième question, tout le monde veut que les jeunes dans son parti, mais quand vient le moment de vote, ils ne sont pas bien positionnés sur les listes électorales. Que faire pour que cela change? Merci à vous, monsieur. Merci. Oui, c'est vrai que je dis dans beaucoup de mes propos qu'il ne manque pas de l'emploi au Burkina Faso. C'est vrai, il ne manque pas d'emploi au Burkina Faso. Nous sommes mal organisés et les jeunes, la formation que les jeunes ont reçue ne correspond pas au marché de l'emploi. Alors, c'est pourquoi il faudra obligatoirement mettre l'accent sur la formation professionnelle. Les jeunes ont des savoirs, mais ils n'ont pas le savoir-faire. Ce matin, j'ai été réellement ébloui lorsque j'étais au 112 heures donc, du centre de formation de Zignaré, où j'ai trouvé donc des inventions
terrible pour les jeunes. J'ai vu des jeunes, et bon, vous savez très bien qu'aujourd'hui, là, les ovnis, là, comment on appelle ça, les drones, ça, ce n'est plus un secret pour nos enfants. Ils arrivent donc à le fabriquer. J'ai vu qu'ils ont trouvé donc des systèmes qui peuvent vous permettre, puisque même quand je suis parti là-bas pour faire donc ma rencontre, on était à l'intérieur, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont donc travaillé à faire de sorte que tout ce qui se passait dedans soit donc vu dehors à travers des trucs qu'ils ont inventés par eux-mêmes. J'ai vu un autre jeune, et ça me faisait un peu rire, parce que je suis arrivé, il a créé donc une machine qui distribue donc des préservatifs. Et il dit, les gens, on demande aux jeunes à chaque instant de se protéger. Mais pour aller payer donc les préservatifs, au niveau donc de la boutique, quoi, ils ont peur. Ils ne veulent pas. Et ça pose souvent des problèmes de santé. Donc, il a créé donc cette machine-là. Et il a demandé qu'à ce que nous puissions donc l'accompagner. Et on va les mettre donc dans des endroits. Tu arrives tout seul, tu introduis 100 francs et tu types. Et puis, est-ce que vous voyez? Alors, voilà un peu des inventions et que nous pouvons donc accompagner. Vous savez que c'est comme ça que ça a été fait donc au Rwanda. Et ils ont inventé donc comme ça, le téléphone. Ils ont créé donc le téléphone. Ils ont créé donc leur fond de véhicules là-bas et tout ça. Alors, ici aussi, il faut que nous passions ça. Et regardez, quand vous prenez au niveau donc du milieu rural, on travaille 3 mois. Et puis après, on veut bouffer 12 mois. Et le reste du temps, on est dans les cabarets, on est un peu dans les trucs frelatés. Parce que, bon. Alors, si nous arrivons effectivement à faire de telle sorte qu'à ce que, au niveau donc des potentialités locales, nous créons donc de l'emploi là-bas, puisque cet emploi existe déjà, puisque la transformation donc des produits agricoles, l'écriture. S'il n'y a pas, par exemple, de maîtrise d'eau pour pouvoir le permettre. Mais c'est ça qu'il faut mettre pour aider les jeunes. Puisqu'il y a cet emploi-là. C'est ce qu'on attend de vous, monsieur. Oui, mais c'est ça, et c'est ça que nous sommes en train de vouloir faire, à fond. Parce que les jeunes veulent le travail existe. Et en dehors de cela, quand vous prenez, il y a des postes de travail qui existent, que vous prenez donc au niveau des gouvernorats, que vous prenez au niveau donc des mairies, que vous prenez donc au niveau des préfectures. Les gens travaillent seuls, ils ont besoin effectivement du personnel. Mais comme l'État ne peut pas donc embaucher tous ces gens, nous avons lancé donc cette idée-là, qu'en cette année, en 2020, nous allons prendre 10 000 volontaires. C'est d'abord un processus donc d'intéressement des jeunes. Aujourd'hui, nous avons donc autour donc de 2000 et quelques jeunes que nous avons pris au niveau donc du volontariat, programme national de volontariat. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent tous les jours pour aller donc dans ce sens. C'est vrai que là-bas, la rémunération n'est pas suffisante, c'est 40 000 francs comme au niveau du SND, mais c'est plus supérieur au SND. Mais comme les jeunes ont envie effectivement de travailler, nous avons dit qu'on va les placer. Il y a des jeunes que nous avons placés comme ça, qui ont pu produire, générer 2 à 3 millions par mois. Ces gens ont été embauchés directement, puisque non seulement le travail était important, et ce qu'ils font, et c'était des gens qui étaient décidés. Et c'est comme ça que nous allons faire au fur et à mesure. D'accord. Nous avons M. Pegwende Kietga qui nous appelle de Banfora. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. On n'entend pas malheureusement. Je disais que je voudrais poser la question concernant les personnes handicapées. Ok, on vous écoute. Voilà, et nous savons tous qu'au niveau des personnes handicapées, le taux de scolarité est très très faible. Il évolue dans le secteur privé. Mais c'est très difficile pour les personnes handicapées d'avoir des financements pour financer. Mais quelles sont les mesures que le ministre de son département a prises pour les jeunes handicapés? Et nous savons aussi que la loi 0 portant protection de la personne handicapée préconise souvent des quotas au niveau privé. Par exemple, en France, les personnes qui réservent 5%. Alors, je propose que vous reveniez après, le temps qu'on traite la première question, parce qu'on ne vous entend pas très bien. Le son n'est pas très audible, monsieur le ministre, sur les mesures pour les personnes handicapées. Les mesures pour les personnes handicapées, je voudrais donc rassurer donc, le téléspectateur qu'au niveau du ministère de la Femme, il y a un projet qui est là pour aider et financer donc, les personnes
handicapés. J'imagine que ce sont les jeunes, on parle là de oui, jeunes non, c'est pour dire que, handicapées. voilà. Et il y a au niveau donc du ministère une place pour les personnes handicapées et le taux de remboursement est de 0%. C'est le taux. Et puis, bon, c'est au niveau du FAPE que c'est 2%. Okay. Voilà. Sinon, il y en a pour les handicapés. Et il y a même donc des dispositions que nous avons pu prendre donc, pour former donc, les personnes vivant avec un handicap. D'accord. En espérant que le son sera audible pour les prochains appels. Je ne sais pas si on est à la plateforme ou au téléphone avec la régie. La communication n'est pas... Bonsoir, monsieur le ministre. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Simon Gongo. Bonsoir, chers téléspectateurs. Oui. Je suis Sawadogo Zakaria, je vous appelle de Kaya. Voilà, moi, ma préoccupation se situe à deux niveaux. La première concerne l'accès au crédit. Voilà, l'une des difficultés majeures que nous rencontrons au niveau de l'accès des crédits est la garantie. Alors, j'aimerais savoir ce que M. le ministre fait pour pouvoir alléger cette situation. Le second aspect concerne la mise en œuvre des recommandations qui ont été faites lors du Forum national des économies informelles qui ont eu lieu en juillet passé à Ouagadougou. Alors, à l'heure où nous sommes, est-ce que M. le ministre peut nous faire l'état des lieux de mise en œuvre des recommandations qui ont été faites? Merci à vous, M. Sawadogo. Merci. Alors, pour ce qui est donc des garanties, effectivement, c'est un frein pour donc l'accès au crédit des jeunes. Mais les dispositions sont prises à ce niveau. Parce que quand vous prenez un peu au niveau donc du FEJ, où c'est plus que pour les jeunes de 18 à 35 ans, il n'y a pas de garantie. C'est le mentorat qui est demandé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il vous suffit donc d'avoir un mentor et on vous donne le crédit. C'est d'ailleurs pourquoi à ce niveau-là, nous avons actuellement plusieurs milliards qui ne sont pas recouvrés parce que s'il n'y a pas de garantie et quand les jeunes prennent, bon, il y a des difficultés pas à recouvrer, et on n'arrive pas à recouvrer les prêts voilà, à ce niveau-là. Mais il n'y a pas de garantie. C'est encore, et puis en dehors de ça, au niveau du forum des jeunes, ils ont demandé que c'est qu'on puisse mettre un fonds de garantie pour accompagner les jeunes. Et cette disposition est en train d'être prise. Déjà au niveau donc du FAPE, comme je l'ai dit, et aussi au niveau donc du FEJ, nous travaillons dans ce sens-là pour voir comment accompagner les jeunes qui n'ont pas de garantie pour qu'ils puissent effectivement avoir accès à ces crédits-là. Nous travaillons dedans et nous pensons que ça va aboutir parce que le chef de l'État a donné donc des instructions dans ce sens-là pour que nous puissions mettre donc des fonds de garantie pour accompagner donc les jeunes qui veulent effectivement entreprendre. Mais là, il est question donc pour nous d'avoir donc un suivi rapproché de tous ces jeunes qui vont prendre ces crédits-là. Parce que souvent, ils prennent, et si le suivi n'est pas rapproché, alors l'argent est servi pour autre chose, et après... Et c'est d'ailleurs pourquoi, actuellement, de plus en plus, nous ne donnons plus donc des crédits individuels, nous travaillons donc pour la mise en place donc, des unités économiques, c'est-à-dire que des regroupements. Lorsque vous êtes en association, il n'y a pas de garantie, c'est la caution solidaire. Est-ce que vous voyez? Et nous avons déjà mis en place 48 unités économiques, des petites unités, et ce sont des regroupements donc des jeunes que nous avons mis à ce niveau-là. Alors, nous allons passer au deuxième point de cette émission et nous appelons ici M. Konkisere Aïdari, qui est le Burkina Business Incubator, qui s'installe pour discuter avec vous sur la question de l'entrepreneuriat des jeunes qu'on a déjà amorcé. Monsieur Konkisere, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kongo. Vous avez 10 minutes donc. Bonsoir. Okay. Et je voulais remercier Monsieur le ministre pour l'ensemble des efforts que son ministère fait pour les jeunes. Et vous avez tantôt parlé qu'il y a 19 fonds dont certains sont portés par votre ministère. Et nous voyons à travers les réseaux sociaux, la presse, des appels à projets. Et seulement, nous constatons que chaque année, le nombre de demandeurs d'emploi
ne fait que croître. Donc cela alimente notre pessimisme quant au fond et mesures. Est-ce que Monsieur le ministre peut nous rassurer sur l'efficacité de ces mesures? Est-ce qu'il ne faut pas voir autre chose en plus? Oui, les mesures prises ne sont pas suffisantes, mais ça permet d'avoir de l'emploi. Parce que quand nous prenons un peu, en 2016, il y a eu autour donc, de 76 000 et quelques emplois qui ont été donc créés. En 2017, il y a eu 107 355 emplois qui ont été créés. Et en 2018, il y a eu 111 000. Et les 111 000, il semble avoir donc une régression. C'est qu'au niveau de la fonction publique, en 2017, il y avait 19 000 recrutements, 19 000 jeunes qui avaient été recrutés, alors qu'en 2018, il y a eu 11 000. Donc, il y a un peu donc, ce régressement. Mais au niveau donc, du privé, des établissements privés, des ONG, des projets et programmes, il y a eu donc une certaine augmentation, et ce qui a fait que donc, le chiffre... Donc, et avec donc l'ambition de 50 000 emplois par an, cette ambition-là est dépassée, puisque nous sommes autour donc pour 3 ans, nous avons eu donc 284 000 emplois qui ont été créés. Mais ce n'est pas suffisant, puisque si vous prenez 160 000 par an, et que effectivement vous prenez donc, vous arrivez donc à prendre autour de 100, il y a encore 50 000 qui restent. Mais ces gens sont absorbés par le milieu informel. Parce qu'au niveau de l'informel, les statistiques que nous avons, et à travers donc l'enquête réalisée par l'Observation nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, nous indiquent, et avec aussi la Chambre de commerce, les chiffres de la Chambre de commerce, nous indiquent qu'au niveau du secteur informel, il y a 1 500 000 et quelques emplois qui ont été créés. Qui parle d'informel, parle de précaire. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pourquoi nous disons que ces emplois-là ne sont pas stables, et c'est pourquoi nous disons que c'est un secteur informel. D'ailleurs, la deuxième question de notre auditeur... Effectivement, il avait demandé le bilan de la mise en œuvre des recommandations. À ce niveau-là, il faut dire qu'à ce niveau, ça avance, parce que nous avons mis donc le comité donc, de suivi des recommandations du Forum national de l'économie informelle. Et la recommandation phare était la mise en place de la fêtière. Ils ont commencé depuis au Burkina Faso, depuis sous la révolution, et après, on n'avait jamais pu mettre dans cette fêtière-là. Nous l'avons mise en place il y a 2 semaines de cela. Et cette fêtière qui est mise en place pour accompagner donc les acteurs de l'économie informelle, pour renforcer les jeunes et les femmes. Parce qu'il faut se dire, j'ai pris un peu l'exemple au niveau du Sénégal, où cette fêtière a été mise en place, et cette fêtière-là, qui travaille auprès donc de leurs semblables, de leurs collègues, pour collecter les fonds, et ce qui sert donc de fonds d'appui au secteur informel. Là-bas, ils sont autour de 100 milliards. Or, nous sommes autour de 2 à 4 milliards. Alors, et ces fonds qu'ils ont collectés là-bas, l'État leur remet 60%. Ça veut dire que par an, ce fonds qui est là-bas, ça fait 60 milliards, et ce sont les acteurs de l'économie informelle, eux-mêmes, qui gèrent ces fonds-là en rapport donc avec le ministère. C'est ce que nous voulons faire ici. Et je suis convaincu que d'ici fin 2020, vous aurez donc des résultats beaucoup plus probants qu'actuellement. Okay. Pour revenir au niveau de votre ministère, c'est ma deuxième question. Et ça porte sur la pérennité des micro-projets que le ministère finance. Voilà. Est-ce que Monsieur le ministre a des statistiques sur le nombre de personnes, le nombre de porteurs de projets que vous avez eu à accompagner, et au jour d'aujourd'hui, combien sont toujours actifs? Et je pose cette question parce que je suis de BBI, un incubateur, et notre quotidien, c'est d'accompagner les porteurs de projets. Et déjà avec l'équipe technique que nous avons, c'est pas facile pour nos promoteurs, ils rencontrent des difficultés. Alors donner de l'argent à un étudiant, un élève qui vient de quitter les bancs et le laisser à lui seul pour qu'il se débrouille, est-ce que c'est vraiment un moyen pour résoudre le chômage au Burkina? D'accord, merci. On ne laisse pas seul. D'abord, lorsqu'on vous donne les fonds, on vous forme à la gestion financière. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un suivi. Mais il faut comprendre que le suivi ne peut pas être à 100%, étant donné que le nombre
d'employés au niveau donc de ces différents fonds-là, ce n'est pas assez nombreux. C'est pourquoi nous avons choisi donc cette stratégie d'aller remettre les chèques là devant donc, qu'on appelle ça, j'appelais donc les personnes de ressources, non, les forces vives. Et demander donc à tous les parents, demander donc à tous les éducateurs, demander donc à tous les élus nationaux et locaux d'accompagner ces jeunes-là sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas des problèmes que vous leur créez aussi non, en le faisant? Non, parce pas que du tout, vous pas du connaissez tout. la mentalité Ils ont même de été... notre Non, pays. mais non. Tout de suite, on dit, écoutez, vous venez de recevoir de l'argent, Oui. donc vous pouvez financer Non, cette rien du de tout, choses. rien du tout. Quand ils prennent l'argent là, ils font des plans d'affaires. Et ils viennent pour investir dans leurs plans d'affaires. Oui, mais Et c'est pas peut-être fait pour- les proches ne le comprennent pas. Non, les proches ne peuvent pas comprendre ça parce que si je prends un prêt, c'est pour aller donc travailler, c'est pour donc... Mais attendez, mais en dehors des prêts, les gens ont effectivement donc d'autres activités qu'ils mènent, mais qui ne permettent pas donc pour brader auprès de leur famille. Et nous avons donc un suivi dans ce sens-là. Et je voudrais vous donner des statistiques. Au niveau donc du FAPE, Fonds d'appui à la promotion de l'emploi, de 2015 à 2019, il y a 4 milliards 162 millions 400 000 qui ont été donc employés, et les emplois créés c'est 12 299. Au niveau donc du FEJ, il y a eu donc 4 milliards 705 millions, et les emplois créés ça faisait 26 791 emplois créés. Ça veut dire qu'il y a d'autres emplois qui ont été donc consolidés. Puisque si vous prenez un prêt, vous avez donc à rembourser. Vous avez peut-être 6 mois qu'on vous laisse d'abord pour pouvoir bien vous installer. Et après, maintenant, ils viennent pour récupérer. Mais vous avez le temps. Et il y a un suivi. Et souvent, on redonne des prêts pour renforcer ces emplois déjà créés. On suit, parce que sinon, si on laisse comme ça... On parle de la vie des projets, en fait. Est-ce que les projets arrivent à survivre? Mais ce sont des projets qui ont survécu que je vous ai cités ici. Okay. Ce sont des projets qui ont survécu comme ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi, si vous avez remarqué sur le terrain, je suis parti donc pour suivre un certain nombre donc, de nos bénéficiaires sur le terrain. Et lorsque j'arrive et que je vois qu'effectivement, il y a donc de l'efficience Sauf et que de quand le l'efficacité. ministre vient, on envoie chez celui qui a réussi, on n'envoie pas forcément chez celui qui est en souffrance. Et puis aussi, en dehors de ça, quand nous sommes partis tout de suite à Kaya, nous avons demandé donc au directeur régional et à tous ceux qui donc suivent donc, les bénéficiaires sur le terrain de nous identifier toutes les personnes qui ont réussi. Et nous allons en donner donc des attestations. Est-ce que vous voyez? Et en même temps, ceux qui n'ont pas réussi aussi, nous avons appelé. Et j'ai déjà appelé donc un certain nombre de gens qui n'ont pas réussi. Je vais donc échanger avec eux pour savoir pourquoi ils n'ont pas réussi et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'effectivement ils puissent donc aller de l'avant. Nous savons dans ce sens. Ma troisième question va porter sur ça, comment faire pour réussir. Et je pense qu'au Burkina également, il y a plusieurs incubateurs. Voilà, et le rôle de l'incubateur, c'est d'accompagner le porteur de projet, de l'idée de projet jusqu'à la mise en place du projet et son extension. Est-ce qu'il ne serait pas opportun pour le ministère en charge de la jeunesse d'envisager un partenariat avec ces incubateurs pour qu'ensemble on puisse relever ce défi? Oui, nous avons un partenariat avec beaucoup d'incubateurs aujourd'hui. Et nous sommes même partis, quand nous sommes partis donc à Kigali, nous avons pris donc un certain nombre donc, de partenaires à ce niveau-là qui ont voyagé avec nous. Et nous travaillons de façon globale. Même au niveau donc, des centres de formation, nous avons donc des contacts avec ces gens et nous avons noué des partenariats. Et notre souhait, effectivement, c'est que tous ceux qui peuvent, effectivement, agir pour renforcer donc l'employabilité des jeunes, nous sommes preneurs. Parce qu'il ne faut pas donc compter uniquement sur le ministère pour pouvoir donc donner de l'emploi aux jeunes. Il faut donc compter sur chacun de nous, plus individuellement. Que chacun vienne donner sa part, dire la part du colibri, que chacun puisse effectivement contribuer à ce niveau-là. C'est dans ce sens-là que nous pourrons effectivement sortir les jeunes de l'air dans la précarité dans laquelle ils sont. La dernière question. Oui, c'était la dernière question. Vous étiez à votre dernière Oui, question. oui. Alors, donc merci Voilà, à vous, merci, monsieur le ministre. monsieur Aïdaré Konkisere. Je précise que vous êtes de Burkina Business Incubator. Vous étiez là ce soir pour échanger avec monsieur le ministre sur la question de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous allons poursuivre, monsieur le ministre, avec une question sur la plateforme, je suppose. Au téléphone, on me dit. Question donc au téléphone.
D'accord. On me dit qu'on doit continuer en plateau en entendant que les téléspectateurs appellent. Tout à l'heure, on a évoqué justement des projets qui se survivent, mais vous n'avez pas dit concrètement qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui pour éviter que les projets que vous financez puissent se retrouver en souffrance et souvent même disparaître. Comment vous faites pour sauver peut-être les projets qui sont déjà en souffrance et faire en sorte que lorsque vous sortez de l'argent et que vous investissez dans un projet, que ça puisse être un projet pérenne. Ok. Et je vous disais tantôt que nous avons déjà tenté d'associer donc tout le monde, mais nous continuons même à travers donc le Conseil national de la jeunesse et à travers donc les structures de jeunesse, nous avons donc invité à s'impliquer puisqu'ils se connaissent entre jeunes, à essayer donc de suivre. Mais au-delà de cela, nous avons donc, comme je vous disais qu'au niveau du PJDC, avec donc la maison de l'entreprise, il a été mis en place un groupe de jeunes formés dans ce sens-là, une cinquantaine, et qui vont suivre et essayer donc d'accompagner donc les jeunes qui ont pris les prêts. Et il y a aussi au niveau donc de la direction générale de l'entrepreneuriat, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des jeunes. Parce que j'ai oublié de vous dire ça, parce qu'il y a une direction qui a été donc créée pour promouvoir donc l'emploi. Il y a aussi donc le Youth Connect que Faisal parlait, qui est une plateforme qui va mettre en connexion plus de 165 000 jeunes par an. Et déjà à ce niveau-là, le chef de l'État, lors du forum, a octroyé 370 bourses, comment vous appelez ces trucs-là, les trucs qui servent pour faire de la connexion. Non, pas les routeurs, non, c'est quoi? Voilà. 370 pour que nous puissions mettre en équipe qui pourront donc connecter 30 jeunes en même temps. Et cela pourrait faire donc 30 jeunes par 370 et pour mettre donc tous ces jeunes-là en connexion. C'est un jeu de calcul mathématique. et cela permettrait effectivement qu'on mette sur cette plateforme-là des plans d'affaires déjà éprouvés, des jeunes qui ont déjà réussi à travers donc effectivement leur plan d'affaires, on les met et on partage au niveau des jeunes, et ils partagent un peu. Ceux qui ont échoué ici essaient de dire pourquoi ils ont échoué et on essaie donc de les accompagner. Et ils auront donc ensemble, il y aura donc des regroupements qui vont se faire pour que ces jeunes-là puissent échanger entre eux des partages d'expériences, des bonnes pratiques et tout cela. Alors, M. Aristide Bazier nous appelle de Bobo. Bonsoir. Ok, bonsoir. Nous vous écoutons. Ok. D'accord. Moi, ma question, bon, depuis longtemps, je salue d'abord le ministre. Ma question, ça concerne effectivement la création des entreprises par les jeunes. Alors, le gouvernement, dans sa politique, en train de promouvoir la création d'entreprises par les jeunes. Mais malheureusement, on remarque que dans les marchés publics, alors, il n'y a pas vraiment de conditions qui peuvent vraiment amener ces jeunes à pouvoir postuler. Alors, vous devez savoir que dans ces conditions, on demande à ce qu'on ait beaucoup d'expérience et avoir exécuté des marchés similaires. Bon, un jeune qui vient de sortir de l'école avec ses diplômes n'a absolument pas ces expériences et puis ces marchés similaires-là. Alors, qu'est-ce que vraiment au niveau du ministère, effectivement, est fait pour permettre aux jeunes-là de pouvoir aussi postuler à ces marchés-là? Voilà, parce qu'on peut encourager les jeunes à créer des entreprises et qu'au niveau de l'État, il n'y a pas vraiment d'opportunité pour ces jeunes-là de pouvoir sélectionner qu'on puisse pouvoir effectivement leurs compétences. Voilà, c'est vraiment ma question. Merci beaucoup. Merci, M. Bazier. Merci. À ce niveau, il y a une disposition qui est prise. Il y a 15% des marchés qui sont réservés aux jeunes entrepreneurs. Et ça est dans la loi même. Ça est dans la loi. Dans la pratique, oui, mais cela se fait. C'est réservé à ces jeunes entrepreneurs. Et en plus de cela, il y a donc un accompagnement. Si tu gagnes un marché, alors que ton potentiel peut-être autour d'1 million et tu as un marché peut-être de 50 millions, effectivement, si tu as donc ce marché-là que tu as, on a des dispositions pour t'accompagner. Même au niveau du FAPE, on a plus de dispositions pour accompagner les jeunes. Parce qu'il faut obligatoirement qu'on puisse les accompagner. Sinon, s'ils gagnent le marché et qu'ils ne peuvent pas exécuter, on va toujours dire que les jeunes sont incapables. Alors que c'est parce qu'il n'a pas encore de fonds, il débute et il faut l'accompagner. Ces dispositions sont prises. Ça revient justement à ces questions de garantie dont on parlait aussi. Parce que dans des marchés publics, il faut avoir de la liquidité pour exécuter. Oui, mais ça veut dire qu'effectivement les dispositions sont prises dans ce sens-là. Et tous ceux qui auront donc des marchés dans ce sens-là peuvent, s'ils vont dans les structures... Ils s'adressent à qui? Ils peuvent s'adresser au niveau du ministère, ils peuvent s'adresser au niveau du FAPE. Ouais. Les dispositions sont prises à ce niveau. D'accord. Ouais. Plateforme. Monsieur Bouraïma Iambré nous appelle de Ouargaï. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir.
Voilà, j'ai deux choses que je voulais vous demander. Premièrement, la direction provinciale de la jeunesse à Ouarghaï, il n'existe même pas un cadre, ils n'ont même pas de maison. Alors que vous dites que c'est la jeunesse. Je ne sais pas où est-ce qu'ils doivent travailler pour encadrer la jeunesse. Ils sont dans la maison de la femme. Et tout le temps, la maison coule. Lorsque vous rentrez là-bas, vraiment, ce n'est pas bon. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites pour eux. Deuxième question, on a construit le centre de formation pour la mécanique, pour la menuiserie. Et la maison est jolie, tout le monde est content, on en a parlé, on est venu ouvrir. Mais maintenant, il manque maintenant la matière pour travailler. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de véhicule. Les gens qui sont là-bas pour faire la mécanique, ils n'ont pas de véhicule pour faire la pratique. Ils n'ont pas du bois pour le travail. Alors que, bon, il y a des élèves. Qu'est-ce que vous faites? La maison est là, mais il n'y a pas de matière de travail. Voilà. Donc, je vous interpelle parce que si on doit amener les gens et que pratiquement ils ne font rien, si c'est la théorie, on a dit seulement que Ouargha a un centre de formation incomplet. Voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire vraiment pour cette jeunesse? Merci à vous, M. Niambré. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Et effectivement, le cas, donc, d'abord, du bâtiment du directeur provincial de Ouarghaï. Et la directrice régionale a posé le problème puisque j'étais à Tenkodogo. Nous avons eu une rencontre et ce problème a été posé. J'ai donc contacté d'abord dans un premier temps les élus, l'élu national, et quand j'étais d'abord à l'Assemblée parce que ce problème a été posé avant, et aussi le maire. Il était donc question effectivement de trouver donc des dispositions pour que cette direction provinciale-là puisse mieux s'abriter. Alors, il y a aussi que le problème donc du centre dont il est question. Nous avons pris des dispositions et en 2020, tout cela sera réglé. Et nous avons déjà échangé là-dessus. Nous avons notre CASEM le 27 décembre. Tout de suite, nous allons donc faire le point parce qu'on a d'autres préoccupations. Et dans beaucoup de directions provinciales, on a ce souci-là de local. Et souvent, on est logé à 2, souvent, on est logé donc avec 3 services dans un petit local. C'est un véritable souci. Même au niveau donc de Ouagadougou, il y a certains services qui manquent donc d'espace. Ça, c'est un problème général au niveau donc de la fonction publique. Nous travaillons donc en ce sens. Non, c'est ça que je dis pour le centre-là. Et cette question sera résolue donc en 2020. Nous avons déjà enregistré donc toutes les difficultés dans ce sens-là. Et nous avons déjà pris des dispositions aussi, puisque il y a donc la pause qui fait donc 18 milliards que nous avons signé en octobre et dont il y a à peine une semaine les premiers décaissements ont été faits. Et en 2020, je suis convaincu que c'est puisque nous avons déjà les moyens pour régler ce problème-là. D'accord. Une question sur la plateforme que nous allons découvrir ensemble. Monsieur Stéphane Yameogo, qui est du centre. Les mines sont devenues l'un des principaux contributeurs de votre économie. De notre économie, c'est ça. Au début, le manque de compétences nationales a été évoqué. De nos jours, des centaines de jeunes formés au métier spécifique des mines peinent à s'insérer. Qu'est-ce qui est prévu pour l'insertion des jeunes diplômés du secteur? À ce niveau-là, eux-mêmes, ils savent tous ceux qui ont été formés dans ce sens. D'abord, c'est nous qui avons donc travaillé donc à augmenter leur employabilité dans ce sens-là. Parce qu'au départ, lorsque les mines se créaient, nos jeunes voulaient effectivement de l'emploi à ce niveau, mais ils n'avaient pas donc la qualification. Et tout ce qu'ils pouvaient aller faire là-bas, c'est le travail de force physique. C'était le physique. Et c'est pourquoi nous avons donc intensifié donc la formation. Et même ça, vous savez très bien qu'on ne peut pas former donc, dans des domaines très approfondis en 2 ou 3 mois. Ce que nous avons pu former, c'est dans des conducteurs de dumper, dans des ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand nous avons commencé donc à intercéder auprès donc de ces responsables des mines pour pouvoir donc insérer nos jeunes, il y a eu ce problème donc d'insécurité qui est posé. Et donc, ces responsables des mines-là ont actuellement donc des problèmes même pour d'abord exister. N'en parlons pas donc de prendre donc nos jeunes. Ce problème a été évoqué à plusieurs reprises. Et moi-même, j'ai rencontré ceux qui ont été formés pour les dire donc, en attendant, on peut donc essayer donc de vous accompagner dans d'autres métiers, dans d'autres secteurs. Mais bon, au niveau des mines, ce n'est pas notre faute. Il y a, vous avez vu combien de fois on frappe à ce niveau. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui pose le problème. D'accord. Voilà.
Une autre question que nous allons découvrir ensemble, Monsieur Dorine Ouedraogo, Madame Dorine Ouedraogo, Monsieur le ministre, n'est-il pas mieux indiqué de destiner vos financements aux jeunes entrepreneurs déjà en activité pour les renforcer et leur permettre de recruter d'autres sans emploi au lieu de les donner plutôt à des jeunes qui viennent à l'entrepreneuriat par opportunisme et sans vocation? Nous sommes en train de travailler dans les deux sens. Et si vous regardez un peu les statistiques que je vous donne, nous avons travaillé donc à renforcer, à consolider des emplois déjà créés. Mais nous sommes aussi obligés, parce qu'il y en a qui viennent sur le marché de l'emploi, nous ne pouvons pas les laisser pour dire que c'est des aventuristes, parce que ce sont aussi des jeunes comme tous les autres. Nous sommes obligés donc de travailler avec eux. Ce que nous devons faire, c'est renforcer l'encadrement, le suivi de ces jeunes-là sur le terrain. Mais avant ça aussi, c'est de les former à l'esprit entrepreneurial et de leur donner la possibilité de choisir au niveau donc du métier dans lequel ils veulent être formés. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, nous n'avons que 25 métiers dans lesquels nous formons les gens. Quand nous prenons donc, nous sommes en partenariat avec le Maroc, qui forme dans 630 métiers. Et regardez la différence. Et nous avons dit, avec donc la création donc, de l'Agence nationale de la formation professionnelle, dès que nous allons créer cette agence-là, nous avons déjà vu donc avec ceux du Maroc, nous avons créé une alliance africaine et ils sont donc notre mentor dans ce sens-là. Ils ont dit qu'en moins de 6 mois, ils pourront amener donc les métiers dans lesquels nous formons là, au moins à un nombre de 100. Et comme nous sommes en train de mettre donc les équipes mobiles de formation pour rapprocher donc la formation vers les jeunes, avec cela, eh bien, nous allons donc essayer de voir pour que effectivement le niveau d'employabilité des jeunes puisse être accru. On va prendre une dernière question sur la plateforme, Monsieur Edmond Fourier. J'écoute Monsieur le ministre, mais il reste très vague dans des propos et techniques dans ses réponses. En fonction de ces différents travaux, Monsieur le ministre, pourrait-il nous donner l'évolution du taux de chômage des jeunes? Y a-t-il des motifs d'espoir? Qu'en est-il des jeunes dans les zones d'insécurité? Bon, et il a fait une appréciation, il dit que je reste vague dans les propos. Hein, dans les propos, oui, c'est ça. Dans vos propos, c'est ça. Et technique. Bon, je ne sais pas. Ça, c'est une appréciation. Ça, c'est une appréciation. Bon, maintenant, le taux de chômage au niveau donc, du Burkina est actuellement au niveau de la ville autour donc, de 4,4%. Et le taux de sous-emploi est autour de 40%. Mais au niveau donc du milieu rural, le taux de sous-emploi à cause donc du manque de l'insuffisance donc des pluies et fait souvent donc accroître donc le taux donc de chômage à un taux plus que celui donc 4%, voilà. Alors, on appelle ici Peggy Ouedraogo qui représente le pool des vérificateurs, puisque je vous avais dit que les téléspectateurs, les jeunes qui sont avec nous en plateau ici, vont vous évaluer à la fin. Nous sommes à la fin de l'émission. Alors, elle a suivi l'émission avec d'autres personnes pour nous et nous dira ce que ces jeunes retiennent de vous et puis est-ce qu'ils ont été convaincus ou pas. Bonsoir Peggy. Bonsoir Simon, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors ce soir je n'ai pas le mauvais rôle, hein, loin de là, j'ai celui de porter un regard extérieur et objectif sur l'exercice auquel vous vous êtes prêté ce soir. Objectif parce que je vais dire que ce que je vais dire, ce n'est pas le fruit de mon imagination. Simon vous l'a dit tantôt, c'est le ressenti d'un pool de vérificateurs, mais aussi de celui qui ressort des les différentes réactions sur les plateformes donc Présimètre. Cela dit, Monsieur le ministre, le pool de vérificateurs vous a trouvé très à l'aise, un peu trop même parfois. Par exemple, lorsque vous défendez vos actions sur le terrain, il ressort donc que vous faites plus de saupoudrage, c'est-à-dire que vous insistez sur les détails. Pourtant, le diable s'y cache. Monsieur le ministre, de toutes les plateformes de discussion, il ressort également que vous avez tenté d'adopter une attitude jeune. Tenté parce qu'on a beaucoup plus senti un monsieur Thiam Touré, membre d'un parti politique sur ce plateau, plutôt qu'un monsieur Thiam Touré, ministre de la Jeunesse.
Votre engagement a néanmoins été salué ce soir, mais il devrait, cet engagement bien sûr, se traduire par des actes concrets et des actions donc qui seront visibles et qui auront donc un impact sur tous les jeunes qui vivent partout au Burkina. Alors, Monsieur le ministre, les internautes saluent les chiffres que vous avez annoncés sur ce plateau, parce que vous avez été donc très technique, ce terme ressort également, vous l'avez lu tout à l'heure avec le dernier intervenant sur la plateforme. Alors, ce qu'il déplore en revanche, c'est que c'est le manque en tout cas, ou l'insuffisance du suivi donc de vos politiques. Ils prennent pour exemple le fait que une entreprise de jeunes sur 2 meurt avant son premier anniversaire. Voici donc ainsi résumé les différents ressentis de votre prestation de ce soir. Place maintenant donc aux notes. Vous connaissez le principe, Monsieur le ministre. Le public ici présent vous donne une note. Le pool de vérificateurs également. Alors la moyenne des notes à vous attribuées par le public ce soir est de 6 sur 10. Le pool de vérificateurs également vous a donné la même note, 6 sur 10, ce qui vous fait une moyenne générale de 6 sur 10. Voici donc Simon Dongo. Merci à vous, Peggy Ouedraogo, Monsieur le ministre, pour la réaction. 6 sur 10 au-dessus de la moyenne. Je précise que notre meilleure note ici, c'est 7 sur 10. Ok, bon, au-delà de la note... qui n'est rien d'autre que c'est une appréciation. Oui, bon, et ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, nous puissions voir comment nous allons faire pour accompagner donc ces jeunes-là sur le terrain. Il n'y a pas eu donc de questions techniques qui m'ont été posées. Et les questions qui m'ont été posées, c'est des chiffres qu'on a demandés. Et j'essaie donc de donner ces chiffres-là. De toute façon, j'ai la compilation donc de l'ensemble des chiffres. Et c'est pourquoi j'avais aussi amené donc les documents pour donner. Voilà. Ici avec moi. Merci. Sinon que je voudrais donc saluer l'émission et dire que c'est bon parce que ça nous permet donc de nous évaluer, de nous corriger et d'améliorer donc notre action sur le terrain. Au-delà de la note. Et l'amélioration qui doit peut-être se faire ici, c'est beaucoup plus le suivi. Oui. C'est que les chiffres que vous donnez, alors, je ne peux pas donc nier ces chiffres-là. Mais sur le terrain, actuellement, ce n'est pas ça. Je suis au ministère il y a 10 mois et les actions que nous avons pu poser pour essayer de corriger certaines insuffisances sont nombreuses. Et nous continuons de le faire. Et je vais vous dire aussi une autre chose. Et le budget du ministère est passé de 28 milliards à 11 milliards. Je répète, de 28 milliards encore un chiffre à 11 milliards. Je donne toujours des chiffres parce qu'en fait, tout ce que je fais, je ne les invente pas. Et c'était juste pour... dans le document. Alors, donc, regardez, de 28 milliards à 11, et que nous continuons donc à faire ce que nous faisons. Plus de la moitié. Plus de la moitié. Bien sûr. Voilà. Et le contexte l'exige. Le contexte l'exige. Voilà. Et c'est comme ça. On va s'arrêter là parce que le temps qui nous était imparti est arrivé à terme. Merci à vous d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci. C'est assez difficile parce que tout est imprévisible. Voilà, les questions, aussi bien les appréciations, nous ne les maîtrisons pas parce que c'est du direct. Et c'est aussi le principe de l'émission. Ça vous permet de vous confronter au public et de pouvoir rendre compte de ce que vous faites. Merci à nos invités qui sont venus aussi partager avec vous. Merci au public qui est là. Merci à toute l'équipe technique. La dernière édition du journal, c'est tout à l'heure avec Ismaël Dilo Massirima. Bonne suite de programme sur la RTV.